Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un autre aspect du système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, comme on l'avait dit, principalement, il gère l'ensemble des ressources et une machine virtuelle facile à utiliser. Donc, il a le double rôle de l'objectif, c'est d'essayer de gérer au maximum et au mieux les ressources de la machine. Et de l'autre côté, il essaye de satisfaire au mieux aussi l'utilisateur. Donc nous allons voir à travers la ressource qui est la mémoire, c'est une manière de gérer cette mémoire pour essayer de rentabiliser au mieux la mémoire et d'essayer de faciliter la vie aussi à l'utilisateur. Et donc, on aborde directement la mémoire virtuelle parce qu'il y a des méthodes simples qui sont liées à la mémoire principale. Je pense que ces méthodes-là sont plus ou moins simples à comprendre et à utiliser. Et de l'autre côté aussi, tous les systèmes actuels modernes utilisent la mémoire virtuelle. C'est pour ça qu'on met le focus sur la mémoire virtuelle. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez la mémoire virtuelle. Si on voit les choses virtuelles, ça veut dire quelque chose qui n'est pas réel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque dans le système d'exploitation, on avait dit toutes les ressources sont finies et toutes les ressources utilisables sont entièrement définies. Là, on parle de mémoire virtuelle, à venir, c'est beaucoup plus un concept qui permet de dire à l'utilisateur, tiens, je vais te faciliter la vie et tu pourras utiliser autant que tu voudras de la mémoire. Et c'est pour ça qu'on parle de mémoire virtuelle. Ça veut dire que la mémoire qui est utilisée par les programmes utilisateurs ou par les processus issus des programmes utilisateurs dépasse nettement la taille physique de la machine. Et c'est pour ça qu'on parle de mémoire virtuelle. Alors naturellement, pour arriver à cette situation, les concepteurs de systèmes d'exploitation étaient obligés de réfléchir et de mettre en œuvre de nouvelles solutions qui permettent d'aboutir à cette mémoire virtuelle qui permet effectivement de faciliter la vie à l'utilisateur. Pourquoi? Parce que dans cet aspect-là, ça veut dire que l'utilisateur, quand il est en train de concevoir ses programmes, il n'aura plus une contrainte, je dirais, d'espace mémoire, parce que si vous êtes en train de résoudre un problème informatique pour écrire un programme et ensuite on vous dit attention, il ne faudrait pas que votre programme, sa taille dépasse un certain seuil, ça va créer un vrai problème au niveau de l'utilisateur. Il va avoir un double problème, c'est résoudre son problème informatique et aussi résoudre le problème de la contrainte. Les choses deviennent assez difficiles. Et donc, pour faciliter la vie, il n'y a plus cette contrainte, je dirais, de taille grâce à cette notion de mémoire virtuelle. Comment on est arrivé à ce seuil? On est arrivé à ce seuil en utilisant deux nouvelles notions, telles que la notion de page et une autre notion sous-jacente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, il y a une technique sous-jacente qui est utilisée et qui consiste à charger la page. Et à un moment donné, si la page n'est plus utile, l'idée c'est quoi? C'est on va remplacer cette page par une nouvelle page qui est demandée. Et donc c'est à travers cette technique-là qu'on est arrivé à mettre en œuvre la gestion de la mémoire virtuelle. Alors pour résumer les choses d'une manière assez pratique, donc on va synthétiser. Donc les objectifs majeurs ici, il y en a deux objectifs. Ça veut dire quoi? Le premier objectif, ça permet de dépasser les limites physiques de la mémoire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc un programme, il peut avoir une taille qui dépasse nettement la taille physique de la mémoire centrale. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux exécuter des programmes dont la taille qui est assez grande et qui, a priori, la mémoire centrale ne suffit pas, mais grâce à la technique de pagination, on arrive à exécuter le programme. Le deuxième aspect qui est visé à travers ça, c'est quoi? C'est de faciliter aussi la vie à l'utilisateur. Et donc, à un moment donné, tous les systèmes modernes sont multi-utilisateurs, multitâches. Et donc, si je vais utiliser cette technique de mémoire virtuelle,
ça veut dire que je vais augmenter le taux de multiprogrammation. La multiprogrammation, c'est quoi? C'est la présence de plusieurs programmes en mémoire. Et donc, cette présence simultanée de plusieurs programmes, donc le fait que chaque programme, je vais lui donner un petit espace, je dirais, pour pouvoir amorcer son exécution et aller au fur et à mesure dans son exécution, je vais permettre à plusieurs programmes de coexister, hein, parce que si je chargeais tous les programmes en mémoire, ça va être difficile. Peut-être même un seul programme ne pourrait pas être chargé. Donc là, le principe, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on appelle un chargement partiel, c'est-à-dire vous avez besoin d'un processus, vous n'allez pas le charger en entier. Ce que vous allez charger une partie uniquement de ce programme. Et donc, c'est ce qui est fait à travers cette technique. Alors, ces deux objectifs, c'est eux qui seront, je dirais, visés au fur et à mesure de l'usage de la mémoire virtuelle. On va voir en détail comment les choses vont être réalisées. Donc, bon, alors, je reprends. Il y a eu une coupure de ma part. Donc, on avait dit que concernant cette mémoire virtuelle, ça va être deux objectifs majeurs, c'est gérer au sens rentabilité la mémoire physique, et donc ça permet de dépasser la limite physique de la mémoire. Donc un programme dont la taille est supérieure à la mémoire physique peut s'exécuter sur ce système. Deuxième élément, c'est que la technique se fait sur la base que chaque processus n'est pas totalement chargé, mais il est partiellement chargé, ce qui permettra d'augmenter le taux de multiprogrammation et donc ce qui permet de satisfaire un maximum d'utilisateurs. Alors voici la technique utilisée. Donc la technique utilisée, c'est de faire ce qu'on appelle un chargement partiel. Donc vous voyez ici programme 1, programme 2, programme 3. À vrai dire, chaque programme qui est un ensemble de pages. Donc ça, c'est point de vue conceptuel. Un programme est considéré comme un ensemble de pages. Les pages, naturellement, elles sont de taille égale. Et la mémoire centrale, elle aussi, elle est divisée en un ensemble de pages. Et donc, à un moment donné, quand je veux exécuter un programme, je vais charger partiellement le programme en question. Donc là, comme vous voyez ici, vous avez du programme 1, il y a la page 1, la page 2 et la page 4 qui sont chargées en mémoire. Le programme 2, c'est uniquement la page 3. Et le programme 3, c'est page 1, page 2 et page 3. Et donc là, on arrive à caser ces différentes pages au niveau de la mémoire, ce qui nous permettra effectivement de lancer l'exécution des différents programmes. Et donc ici, on est dans la situation où on a fait introduire 3 programmes en mémoire, et donc vous avez 3 utilisateurs qui vont bénéficier de cet espace mémoire. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'on va faire un chargement partiel. Donc je répète, le programme est perçu comme étant un ensemble de pages, et à partir de chaque programme, je vais charger quelques pages de ce programme. Donc, cette situation, elle va provoquer, je dirais, une nouvelle définition et un nouveau concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de ma page, qui appartient à un processus, donc elle peut être chargée en mémoire comme elle peut ne pas être chargée en mémoire. Donc, pour faire la différence entre les deux états d'une page donnée, donc parce qu'à un moment donné, la page, elle peut être soit chargée en mémoire, soit qu'elle se trouve sur le disque. Et donc, le système d'exploitation, à tout moment, il a besoin de connaître l'état de la page, est-ce qu'elle est en mémoire ou bien elle n'y est pas. Donc, pour ce faire, donc, ce qui est utilisé, c'est un bit. Donc, ça suffit largement. Pourquoi? Parce que le bit, il a 2 valeurs possibles, 0 et 1. Donc, pour dire 0, par exemple, pour dire que la page n'est pas chargée en mémoire, donc elle se trouve toujours sur le disque, ou bien que la page, elle a été chargée, et donc, dans ce cas, ce bit, il est à 1. Et donc, elle est présente en mémoire, et donc, elle est à 1. Donc ça, c'est la première, je dirais, contribution qui doit être faite pour la gestion des pages. Donc on a vu d'une manière incrémentale, le programme est perçu comme étant un ensemble de pages. Ensuite,
Quand je charge le programme, je le charge partiellement, c'est-à-dire des pages qui se trouvent en mémoire, d'autres non. Il faudrait que je distingue les pages qui sont chargées en mémoire de celles qui ne sont pas chargées en mémoire. Donc, je suis obligé d'introduire avec chaque page, d'introduire une nouvelle information qui est ce qu'on appelle le bit de validité. Le bit de validité, c'est quoi? Ça permet d'indiquer la présence ou non d'une page au niveau de la mémoire. Donc, au niveau de ma gestion de ces pages, donc, puisqu'on avait dit que chaque programme ou chaque processus est un ensemble de pages, cela voudra dire que chaque processus, je suis obligé, si vous remarquez, pour faire un peu de l'analogie par rapport à ce qu'on a déjà vu dans la gestion des processus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un programme, on l'a chargé en mémoire et on avait dit que, tiens, ce processus, j'ai besoin de structures de contrôle pour pouvoir le gérer. Et donc, on était obligé d'introduire ce qu'on appelle le PCB. Donc, rappelez-vous, le programme par l'utilisateur, il n'y a pas de PCB. Ce PCB, il est créé par le système d'exploitation. Pourquoi? Pour le besoin de gestion de ce processus. Et donc, d'une manière similaire ici, pour les besoins de gestion de l'espace mémoire occupé par le processus, j'ai besoin de définir une nouvelle structure de contrôle qui s'appelle la table des pages. Et donc, j'aurai pour chaque processus une table des pages. Et donc, au niveau de la table des pages, ça me permet d'indiquer chaque entrée, à vrai dire, elle est réservée à une page du processus. Et donc, pour chaque page, je vais avoir l'information, est-ce que la page, elle est chargée en mémoire? Si oui, donc le bit de validité est égal à 1, je dois savoir exactement à quel endroit au niveau de la mémoire. Si la page n'est pas chargée, automatiquement, je dois savoir à quel endroit elle se trouve aussi au niveau du disque. Et donc là, comme vous le voyez ici, j'ai 3 processus et du coup, j'ai 3 tables des pages. Donc si vous regardez ici, on a numéroté les pages mémoire, ce qu'on appelle en général en terminologie les blocs physiques. Donc ici, je les ai nommés case 1, case 2, etc. Donc, vous voyez que par exemple, ici, la page 3 du processus 3, donc c'est ce qui est indiqué en vert, page 3, c'est la 3e page du processus 3. Donc, elle est où? Elle se trouve dans la case 1. Et c'est pour ça que si vous voyez le principe de gestion de ces pages-là, donc vous voyez dans le processus 3, vous voyez la 3e entrée, le bit de validité V, ça veut dire qu'il existe. Alors ici, je n'ai pas utilisé 0 à 1, mais j'ai utilisé V et I. V qui veut dire valide, I qui veut dire invalide. Donc c'est la même signification que 0 et 1. Et donc vous voyez que la 3e page, elle occupe automatiquement la case 1. Et ça va de soi pour toutes les autres pages. Et donc, ça veut dire que là, je suis obligé d'introduire une nouvelle structure de contrôle qui me permet de gérer l'ensemble des pages issues des différents processus. Donc ça, c'est, vous voyez que comment la démarche elle a été entreprise pour pouvoir arriver à la gestion efficace de la mémoire. Donc j'ai commencé par cette notion de pages. Donc, un programme ou un processus, c'est un ensemble de pages. Ensuite, je fais un chargement partiel et donc je me retrouve dans la situation où la page, elle peut être chargée en mémoire comme elle peut ne pas être chargée en mémoire. J'ai introduit le bit de validité ou d'invalidité. Et par la suite, j'ai besoin de savoir chaque page, elle est où au niveau de la mémoire. Donc, j'ai besoin de cette table des pages qui me permet de faire donc le but de la table des pages, elle permet de faire la correspondance entre une page d'un programme et un bloc physique ou une page en mémoire centrale. Donc en général, pour faire un peu la différence entre les deux, la page au niveau d'un programme, on l'appelle la page logique. Une page au niveau de la mémoire centrale, on l'appelle la page physique. Et donc la table des pages, à vrai dire, ce qu'elle fait, elle fait la correspondance entre une page logique et une page physique.
Donc, grâce à la table des pages, je sais chaque page logique où est-ce qu'elle est. Si elle est présente en mémoire, je sais à quel endroit elle se trouve. Et donc, ici, le problème, en continuant la démarche, la démarche, c'est, j'ai commencé par définir conceptuellement le programme comme étant un ensemble de pages. Ensuite, j'ai entrepris le chargement partiel du programme. Je me retrouve avec une problématique que j'étais obligé de résoudre, qui est la présence ou l'absence d'une page en mémoire. Donc, on a introduit ce bit de validité. Ensuite, les pages peuvent se trouver à n'importe quel endroit au niveau de la mémoire. Donc, il fallait trouver un mécanisme qui permet de faire la correspondance entre une page logique et une page physique. Donc, j'ai introduit cette notion de table des pages. Et par la suite, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à exécuter mon processus. Alors, quand je commence à exécuter mon processus, voici la situation ici. Je suis en train d'exécuter le processus 2. Il s'avère que pendant l'exécution, ça veut dire qu'une instruction qui se trouve dans la page 3 du processus, cette instruction, je l'ai mise en violet, en bleu-violet qui tend vers le violet, donc c'est load dr, entre parenthèses, P2,D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux charger une valeur. Or, il s'avère que cette valeur, elle se trouve dans la page 2 du processus 2. Donc, comme le processus 2, il a 3 pages, il y a uniquement la page 3 qui est en mémoire, et il s'avère que j'ai besoin d'une information pour continuer l'exécution, d'une information qui se trouve dans la page 3. Or, qui se trouve dans la page 2. Or, la page 2, elle n'est pas chargée en mémoire. Donc, ce que vous voyez ici dans la table des pages, la page 2, elle est invalide. Ça veut dire qu'elle n'y est pas au niveau de la mémoire. Donc, du coup, le problème qui va se passer, c'est que je demande une page, il s'avère que la page n'est pas en mémoire. Ça veut dire que je ne peux pas continuer mon exécution. Donc là, ça veut dire que ma démarche va me provoquer une situation d'erreur. Pourquoi? Parce que vous allez chercher une adresse au niveau de la mémoire et cette adresse n'existe pas. Alors, naturellement, cette situation qui est provoquée par l'exécution du programme, elle a une terminologie, c'est ce qu'on appelle le défaut de page. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je fais référence à une information qui se trouve dans une page qui n'est pas chargée en mémoire, cette situation, elle s'appelle la situation de défaut de page. Ça veut dire que ma stratégie que j'ai définie jusqu'à présent, elle me provoque des situations qu'il va falloir régler. Donc, vous avez vu au départ, on a réglé le problème de bit de validité. Ensuite, on a réglé le problème de localisation de la page au niveau de la mémoire grâce à la table des pages. Maintenant, il y a un autre problème qui surgit, c'est que lors de l'exécution, je peux faire référence à une information qui se trouve dans une page, mais malheureusement, cette page n'est pas en mémoire. Et donc, du coup, ça me provoque une situation qu'on appelle le défaut de page. Et donc, ce défaut de page, naturellement, je suis obligé de régler ce défaut de page. Pourquoi? Parce que ce défaut de page n'est pas une erreur ou une situation qui est provoquée par l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui est provoqué par la stratégie de la gestion de la mémoire, c'est-à-dire par le système d'exploitation. Et donc, si le système d'exploitation provoque une situation anormale, il est responsable de cette situation et il est obligé de résoudre ce problème. Et donc là, on ne va pas pénaliser l'utilisateur. Pourquoi? Parce que la stratégie, elle a été définie par le système d'exploitation. Et donc, c'est au système d'exploitation de trouver la solution à cette situation. Et donc, au niveau de cette situation, on peut avoir plusieurs, je dirais, plusieurs solutions. La solution la plus facile, la plus simple, ça consiste à dire, tiens, le programme, il a cherché quelque chose qui n'existe pas, et hop, je vais le balancer, je vais arrêter le programme, et je passe à un autre programme. Je dirais non.
parce que cette solution, c'est la solution la plus simple, mais qui est la plus pénalisante par rapport à l'utilisateur. On risque d'avoir le scénario où aucun processus ne peut s'exécuter jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que comme le chargement se fait partiellement, ça veut dire qu'il peut exécuter une partie et juste après, dès qu'il y a un défaut de page, on le fait balancer. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'encontre des objectifs de base du système d'exploitation, puisqu'on avait dit qu'on essaie de présenter une machine virtuelle facile à utiliser. Et donc là, l'utilisateur n'a aucune responsabilité concernant le défaut de page. Et du coup, le système d'exploitation, il est obligé maintenant de chercher, je dirais, une solution pour régler ce problème. C'est-à-dire que quand on met en place une stratégie, si cette stratégie pose problème, c'est la responsabilité, elle incombe à celui qui a mis en œuvre cette stratégie. Donc c'est à lui de résoudre le problème parce que ce problème, c'est une conséquence directe de l'application de sa stratégie. Donc dans ce cas-là, le système d'exploitation a mis en œuvre une stratégie. On a vu que cette stratégie, elle provoque des situations qui peuvent mener à des erreurs. Donc c'est à lui de résoudre cette situation. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est on va voir qu'à un moment donné, on va charger juste les pages au départ de début, et au fur et à mesure, s'il y a une page qui va provoquer un défaut de page, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche une nouvelle page qui est nécessaire pour la continuité à cette page. Donc, quand un défaut de page se présente, donc je dois régler ce problème de défaut de page. Alors, comment faire pour régler ce problème de défaut de page? Ben, tout simplement, on avait dit que pour une page, si elle est en mémoire, on sait dans quel bloc physique elle se trouve. Si elle n'est pas en mémoire, on sait à quel endroit elle se trouve sur le disque. Et donc, automatiquement, le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas précis? Ben, il va arrêter l'exécution du programme. Donc, pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une ressource qui n'est pas encore disponible, c'est-à-dire la page en question. Et donc, automatiquement, il va chercher cette page à partir du disque. Il va la charger au niveau de la mémoire dans une case bit et mettre le bit de validité à 1 et il va redonner la main au processus qui peut continuer son exécution. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu régler ce problème parce que c'est un problème qui est induit par la stratégie de gestion de la mémoire. Et donc, on a vu que au fur et à mesure, il y a des problèmes qui surgissent et on essaie de les régler au fur et à mesure. Donc, on a commencé par la pagination, par le chargement partiel, par le bit de validité, ensuite par la table des pages, et on s'est retrouvé à un moment donné avec le défaut de page. Donc, comment régler ce défaut de page? Tout simplement, il faut y aller au niveau du disque, récupérer la page, la mettre en mémoire et redonner la main au processus, et donc qui peut continuer son exécution le plus normalement du monde. Et donc, voici le schéma de résolution de ce problème. Donc, vous regardez ici, à un moment donné, je fais référence à une page, sauf que cette page, elle est ici invalide. Et donc, j'ai l'adresse de la page sur le disque. Donc, automatiquement, je vais aller au niveau de ce disque, je vais chercher cette page et par la suite, je vais la charger au niveau d'une case libre, au niveau de la mémoire. Une fois que j'ai une case libre, ici le 6, regardez, j'ai mis à jour la table et j'ai mis 6. Et le bit, je l'ai rendu valide. Pourquoi? Parce que la page, maintenant, elle est chargée en mémoire. Une fois que toute cette action est réalisée, ça me permettra effectivement de redonner la main à mon processus et il pourra terminer, continuer son exécution au niveau de la mémoire. Alors, en continuant un peu cette stratégie, il s'avère que là, ça va marcher. Ça veut dire que j'ai pu régler le défaut de page et j'ai laissé le soin à l'utilisateur de pouvoir, je dirais,
Harouni, oui, Harouni qui pose la question en disant il faut libérer une case. Alors, pour le moment, on ne libère pas de case. Pourquoi? Parce que pour le moment, on a commencé la stratégie au fur et à mesure. Donc, si tu regardes un peu la situation, je l'ai présentée ici sous cette forme-là. Là, tu vois que ce qui est en gris, ça veut dire il est occupé. Ce qui est en blanc, il est vide. D'ailleurs, c'est ce qu'on a présenté, les trois exemples au départ. Chaque processus est chargé partiellement, c'est-à-dire j'ai pris juste une partie de chaque processus. Donc, j'ai occupé des cases et d'autres cases qui sont libres. Donc, ça, c'est le principe, je dirais, de la démarche globale. Et donc, en général, la démarche, elle a un point initial de fonctionnement. Ensuite, elle va atteindre un peu la vitesse de croisière. Donc, cette vitesse de croisière qui peut provoquer de nouvelles situations. Donc, ici, ce qui va se passer, donc cette démarche, c'est pour ça que j'ai dit qu'on va y aller au fur et à mesure pour présenter la solution. Donc, on a commencé par les pages. Ensuite, on a vu cette histoire de bit de validité. On a pu le régler en rajoutant une bit à chaque page. Ensuite, on va charger la page au niveau de la mémoire. Donc, elle peut occuper n'importe quel espace de bloc libre. Comment on a pu régler ça? Grâce à la table des pages qui a été mise en œuvre comme structure nouvelle. Donc, en faisant l'analogie avec le... Harzali, tu demandes pourquoi on charge partiellement. J'avais dit que pourquoi le but, c'était dès le départ. Je charge partiellement pour une raison bien déterminée. Ça veut dire que je veux occuper mes ressources au maximum et faciliter la vie à l'utilisateur au maximum. Donc, comment faire pour charger un taux de multiprogrammation, pour avoir un taux de multiprogrammation un peu élevé? Ça veut dire que je dois avoir plusieurs processus en même temps. Pour avoir plusieurs processus, ça veut dire que je charge uniquement une partie de chaque processus. Et là, ça a un autre impact qui est invisible a priori. C'est quoi? C'est qu'à un moment donné, je vais essayer d'occuper les ressources au maximum. Pourquoi? Parce que tu as un processus qui est en train de faire des calculs, un autre qui est en train de faire du transfert sur le disque, un autre qui est en train d'utiliser l'écran, un autre qui est en train d'imprimer, etc. Et donc là, il y aurait les ressources de la machine qui peuvent avoir un taux d'occupation qui est assez élevé. Alors, le scheduler, ce n'est pas le scheduler. Ben Ghanem, tu parles de scheduler. Le scheduler n'a rien à voir avec ça. Le scheduler, c'est le chapitre gestion des processus, c'est-à-dire uniquement pour sélectionner les processus de l'état pré à l'état actif. C'est tout. Donc, le scheduler, il n'a rien à voir avec cette histoire de, je dirais, de gestion de la mémoire. C'est plutôt le gestionnaire de la mémoire, c'est lui qui s'occupe justement de cette tâche. Et donc, la démarche, j'avais dit que c'était une démarche incrémentale. Je commence par charger peu de pages de chaque processus, et donc automatiquement, je vais occuper partiellement l'ensemble de la mémoire. Et à chaque fois qu'il y a un défaut de page, automatiquement, je vais chercher la page et je cherche une case libre, je vais le mettre dans la case libre, je remets le bit de validité et je redonne la main au processus, il continue à s'exécuter. Le problème, c'est que cette démarche-là, je peux la faire pendant un certain temps. Je peux la faire tant qu'il y a des cases libres. À chaque fois qu'il y a une case libre, je vais l'allouer et la donner à une page du processus. Le problème qui va surgir, c'est qu'à un moment donné, j'ai occupé toutes les cases de la mémoire. Donc, si j'ai occupé toutes les cases de la mémoire, le problème, maintenant, il va arriver et un processus qui veut s'exécuter automatiquement, il va provoquer un défaut de page. Pourquoi? Parce qu'il va chercher une page qui n'existe pas au niveau de la mémoire. Or, la démarche que j'ai faite jusqu'à présent, c'est d'aller chercher la page et la mettre dans un bloc libre au niveau de la mémoire. Or, il s'avère qu'il n'y a plus de bloc libre. Donc là, le système d'exploitation est aussi confronté à cette nouvelle situation. Et je rappelle, cette situation, elle est provoquée par le système d'exploitation et non pas par le processus.
Et donc, du coup, ça incombe je dirais, au système d'exploitation de trouver la solution adéquate. Pourquoi? Parce que cette situation, c'est le fruit et le résultat de la stratégie du gestionnaire de la mémoire. Et donc, s'il a fait une mauvaise stratégie, il est obligé de rectifier sa stratégie. Et donc là, il faut trouver un moyen, une solution pour trouver, je dirais, la solution à ce problème. Bon, alors on reprend la suite du cours. Donc, je vais dire que à cet instant-là, on se retrouve dans une situation provoquée par la stratégie, et donc un processus, il ne pourra pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il demande une page, or la page n'existe pas au niveau de la mémoire, et de l'autre côté, même si on applique la stratégie qui a été définie, c'est ce qui consiste à dire, tiens, la page elle est absente, je vais essayer de la chercher au niveau du disque pour pouvoir la charger au niveau de la mémoire. Même ça, je ne peux pas l'appliquer. Pourquoi? Parce que je vais chercher la page, je vais la mettre où? Toute la mémoire est saturée. Donc, automatiquement, je ne peux pas résoudre mon problème. Ça veut dire que mon problème, il restera posé et donc il va y avoir un blocage du processus parce que le processus ne pourra pas continuer son exécution tant que cette page n'a pas été chargée au niveau de la mémoire. Alors, donc le système d'exploitation, il a mis en œuvre une stratégie. On a vu que la stratégie pose problème. Et donc, le système d'exploitation, il doit assumer ses responsabilités et résoudre le problème. Et donc, du coup, comment résoudre le problème? Ben, tout simplement, la décision qui s'impose. La mémoire, elle est saturée. Ben, tout simplement, je vais enlever une page de la mémoire, je la mets sur le disque et je vais charger la page qui a été demandée. Et donc, ça, c'est la décision qui est prise par le système d'exploitation pour laisser le processus avancer dans son exécution. Et du coup, il était obligé, le système d'exploitation, à travers le gestionnaire de la mémoire, de mettre en pratique une stratégie. Là, on a vu au départ, il y avait le bit de validité, ensuite la table des pages, ensuite le chargement de la page quand il y a un défaut de page. Maintenant, il y a un défaut de page, je ne peux pas charger. Ben, la décision elle sera prise. Il faut choisir une page au niveau de la mémoire, la faire évacuer de la mémoire et charger la nouvelle page qui est demandée à sa place. Et donc là, on est dans la situation qu'on appelle le principe de remplacement de page. Ça veut dire que pour compléter sa stratégie, le gestionnaire de la mémoire, il est passé vers une nouvelle étape qui consiste à remplacer une page. Maintenant, tout le problème, ça consiste à dire, tiens, je vais remplacer la page et qui va être choisie. Sur quelle base je vais choisir la page? Et donc là, cette page qui va être évacuée de la mémoire, en littérature, c'est ce qu'on appelle la page victime. La page qu'on va charger en mémoire, c'est la page qui a provoqué le défaut de page. Et donc, je vais remplacer la victime par celle qui a provoqué le défaut de page. Tout le problème, ça consiste à dire comment et sur quelle base je vais choisir la victime. Alors, bien entendu, il y a eu plusieurs algorithmes qui ont été étudiés, donc parmi lesquels une stratégie qu'on retrouve un peu partout, d'ailleurs dans toutes les études, la stratégie FIFO, donc First In, First Out. C'est un peu la stratégie de la queue qu'on connaît au niveau de la société. Et vous comprenez très bien que cette stratégie de queue, en général, c'est une des stratégies qui est les plus mauvaises et qui n'est pas appréciée du tout par les utilisateurs. C'est le même cas pour le système d'exploitation. Vous allez voir par la suite que quand on choisit cette stratégie de FIFO, elle est mauvaise par ses performances. Je peux choisir aussi d'autres stratégies qu'on verra au fur et à mesure. Il y a une stratégie qu'on appelle le LRU, et c'est une des stratégies les plus utilisées actuellement dans les systèmes modernes. Donc, c'est la stratégie qui a été utilisée. Il y a d'autres stratégies qui existent, malheureusement, elles ne sont pas applicables. À titre d'exemple, la stratégie optimale. Donc, celle-là, c'est vrai qu'elle donne les meilleurs résultats, sauf que dans la pratique, on ne peut pas la réaliser. Donc, ce que nous allons voir par la suite, on va voir ces stratégies
de remplacement de page. Mais avant d'arriver à ça, on est obligé de définir de nouveaux concepts aussi. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, vous avez vu qu'on était obligé de rajouter des informations supplémentaires, des informations de contrôle. Et au fur et à mesure, on est obligé d'avoir des informations supplémentaires. Donc, le gestionnaire de la mémoire a besoin d'introduire de nouvelles informations qui lui permettent de gérer les différentes situations qu'on a vues jusqu'à présent. Alors, il y a un concept qu'on appelle la chaîne de référence. Alors, c'est quoi la chaîne de référence? Donc, on avait dit que le processus est un ensemble de pages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute donnée, toute instruction se trouve dans une page donnée. Donc, si vous prenez un programme, on avait dit que c'est un ensemble d'instructions, un ensemble de variables. Donc, si tu prends n'importe quelle variable ou n'importe quelle instruction, elle se trouve quelque part dans une des pages de ce programme. Et donc, toutes ces références-là, c'est comment qu'elles sont récupérées, c'est grâce à l'exécution du processus. Quand vous exécutez le processus, c'est quoi? Vous êtes obligé de désigner quelle est l'instruction que vous devez exécuter. Donc, l'instruction que vous devez exécuter, automatiquement, vous allez faire référence à une page implicitement, puisque l'instruction se trouve dans une page. Ensuite, chaque instruction, on sait qu'elle a l'opération et les opérandes. Les opérandes, ce sont les variables qui sont utilisées par l'instruction. Et donc, ces variables aussi se trouvent dans une même page, comme ça peut se trouver sur des pages différentes. Et du coup, ça veut dire que l'exécution du processus invoque implicitement les pages auxquelles appartiennent les instructions et les variables. Et donc, à chaque fois que j'exécute une instruction, c'est que je fais référence à une page et concernant l'instruction, et je fais à une ou plusieurs références concernant les opérandes. Donc, si je prends cette suite de références de pages, c'est ça qui va me constituer ce qu'on appelle la chaîne de référence, c'est-à-dire l'ensemble des pages qui sont invoquées lors de l'exécution d'un processus. Alors, lors de l'exécution d'un processus, je peux avoir une chaîne de référence. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas, je dirais, de relation bijective entre la chaîne de référence et l'exécution et un programme. Pourquoi? Parce qu'un programme, il peut avoir plusieurs chaînes de référence. Il n'a pas une chaîne de référence unique. À votre avis, pourquoi? Qui peut me donner un exemple ou deux exemples qui montrent qu'un programme peut générer, son exécution, elle peut générer plusieurs chaînes de référence et pas une seule. La réponse, elle est toute faite, je dirais qu'elle est même implicite. Dans les programmes, vous avez ce qu'on appelle les structures de contrôle. Donc, si vous prenez la conditionnelle c'est que la condition, une fois elle est vraie, une fois elle est fausse. Ça veut dire que si vous exécutez votre programme et la condition est vraie, donc vous allez exécuter la partie then. Si la condition est fausse, vous allez exécuter la partie else. Et donc là, vous voyez que ça peut générer deux chaînes de référence qui sont différentes. Tu prends par exemple une boucle. Une première fois, par exemple, tu dis for i variant de 1 à n. Une fois, tu as choisi n comme étant égal à 1, par exemple. Donc la boucle, c'est une seule itération. Tu vas avoir une chaîne de référence. Mais si la prochaine fois, tu vas prendre 10 ou 20, tu vas avoir 20 itérations. Ça veut dire que tu vas avoir la réplication de plusieurs sous-chaînes de référence. Et donc la chaîne de référence en entier, elle sera complètement différente par rapport à la première. Et donc, du coup, la chaîne de référence n'est pas synonyme du programme. Elle est synonyme d'une exécution du programme. Et donc, à chaque exécution, la chaîne de référence, elle peut changer. Un exemple typique, tu mets une condition, si la condition est vraie, tu vas appeler une fonction, qui elle-même peut appeler une autre fonction, etc. Donc, tu peux avoir une cascade d'appels de fonctions, et du coup, tu vas te retrouver dans des pages qui sont complètement différentes.
Et c'est ça qui fait que tu n'as pas une bijection entre la chaîne de référence et un programme. Et donc un programme peut générer plusieurs chaînes de référence. Pourquoi je dis ça? Parce que au niveau de, je dirais, d'un programme, si on connaissait les chaînes de référence, automatiquement, on pouvait appliquer l'algorithme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'algorithme optimal, c'est-à-dire avoir les meilleures performances possibles. Et ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la chaîne de référence, on ne peut pas la connaître a priori. C'est-à-dire, avant d'exécuter le programme, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que quand il y a des calculs et des conditions, je ne peux pas savoir la condition à l'état statique. C'est à l'état dynamique que cette condition peut être connue. Et du coup, un programme est différent d'une chaîne de référence. Alors, voici les algorithmes maintenant de remplacement. Donc, on modélise l'exécution d'un programme par la chaîne de référence. Donc, une chaîne de référence. On ne peut pas appliquer une de vos camarades qui me pose la question, comment peut-on appliquer l'algorithme optimal si on connaît les chaînes de référence? Je dis que tout simplement les chaînes de référence, tu ne peux pas les connaître, parce que ces chaînes de référence, elles ne sont connues que lors de l'exécution du programme. Et donc, par rapport à un programme, tu peux avoir une multitude de chaînes de référence. Chaque fois que tu exécutes, tu peux avoir une chaîne de référence qui est complètement différente. Donc, un truc tout bête, c'est de prendre une boucle, par exemple, et tu dis pour i variant de 1 à n, et juste avant, tu mets une instruction read n. Tout dépend de la valeur de n. Tu vas avoir des chaînes de référence qui sont complètement différentes. Et donc, a priori, on ne peut pas connaître la chaîne de référence. Et c'est ça qui fait que dans la pratique, on n'arrive pas à appliquer l'algorithme optimal. Alors, ici, juste pour des raisons pédagogiques, on vous donne une chaîne de référence et qui est suivie. Et on garde toujours la même chaîne de référence. Pourquoi? C'est juste à titre comparatif pour voir quelle est la méthode qui donne le meilleur résultat par rapport à d'autres. Alors ici, je prends cette même chaîne de référence que vous remarquez ici. Ça va être la même chaîne de référence qui est citée ici en haut. Donc la chaîne de référence, ça veut dire quoi? Ça veut dire 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais invoquer la page 7. Ensuite 0, ça veut dire j'invoque la page 0. Donc là, chaque référence à une page, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin d'une instruction, j'ai besoin d'une donnée à l'intérieur, etc. Et c'est comme ça qu'on obtient les différentes références de pages. Et donc, j'obtiens cette séquence-là, c'est ce qu'on appelle la chaîne de référence. Alors, concernant le programme, donc, je vais l'exécuter. Et maintenant, j'applique la stratégie la plus simple qui consiste à dire FIFO, c'est-à-dire first in, first out, qui veut dire quoi? Qui veut dire que la première page qui a été chargée en mémoire, c'est elle qui va être la victime, c'est-à-dire c'est la page, si la mémoire est pleine, automatiquement c'est elle que je vais choisir comme victime. Donc ici, le programme, il va commencer son exécution. Donc au départ, j'ai besoin de 7, ça veut dire je vais charger le 7. Donc c'est pour ça qu'il y a en dessous, j'ai mis D pour dire défaut de page. Alors, à chaque fois qu'il y a un défaut de page, je mets un D en dessous. Donc ici, j'ai choisi un truc simple. Je considère que ma mémoire, c'est quoi? C'est 3 blocs physiques, c'est-à-dire 3 pages. Donc j'ai besoin de la page 7, je la charge. Ensuite, j'avance, j'ai besoin de la page 0, je vais la charger en mémoire. Ensuite, j'ai le 1, donc je vais la charger en dehors de la mémoire. Une fois que j'arrive au 2, là, j'ai la situation de problème de remplacement. Pourquoi? Parce que 2, on voit que l'état de la mémoire, il est plein. Ça veut dire que toutes les cases sont occupées. Donc j'ai 3 cases, elles sont occupées par la page 0, la page 7, la page 0 et la page 1. Et du coup, là, la décision, c'est quoi? Selon le principe FIFO, ça veut dire que la victime, c'est quoi? C'est la première page qui a été chargée en mémoire. Et donc, du coup, je vais éliminer le 7, puisque c'est le premier qui a été chargé au niveau de la mémoire. Et je vais avancer. Alors, juste après, j'ai besoin de 0. Donc, vous regardez ici 0, ça ne me pose pas de problème. Pourquoi? Parce que la page, elle est chargée en mémoire, elle existe, donc je vais l'utiliser.
Alors, juste après, j'utilise le 3. Donc, le 3, là, il n'existe pas. Donc, je suis obligé de chercher la victime. La victime, c'est quoi? C'est le 0, puisque le 7 qui était en premier, il a été remplacé. Ensuite, celui qui vient après, c'est le 0. Donc, c'est le 0 que je vais éliminer. Il sera remplacé par le 3. Ensuite, pardon, souvent, on a chargé la page 0 4 fois. Bah, ça, c'est dû au fait de la stratégie. La stratégie FIFO, elle est mauvaise. Et c'est pour ça que j'ai dit dès le départ que la stratégie, elle est mauvaise. Automatiquement, ses performances sont mauvaises. Donc ici, on va continuer le cheminement. Donc, regardez ici, le 0, il était là, il a été éliminé. Juste après le 0, donc je suis obligé de le charger, donc à la place de 1, et ainsi de suite. Donc vous allez continuer votre démarche à chaque fois. Vous avez besoin d'une page qui n'est pas en mémoire, vous êtes obligé de chercher la victime et de l'éliminer. Donc là, si vous regardez cette stratégie, elle va provoquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 défauts de page. Et donc, une stratégie maintenant de remplacement, elle est mesurée par le nombre de défauts de page qu'elle provoque. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un défaut de page, vous avez vu quelle est la stratégie qu'on a faite. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un défaut de page, le processus, il est arrêté. Le gestionnaire de la mémoire, il va régler le problème de défaut de page. Donc, en allant chercher la page à partir du disque, et il va évacuer la page qui est en mémoire et la remplacer par la nouvelle page qui est demandée. Tout ça prend du temps. Donc, moralité, plus il y a un plus grand nombre de défauts de page, plus le temps d'exécution du processus va augmenter. Et donc, c'est la performance, elle est mesurée par le nombre de défauts de page, parce que qui dit défaut de page dit un temps d'exécution nécessaire pour le gestionnaire de la mémoire pour régler ce problème. Et du coup, si j'ai la stratégie qui provoque beaucoup de défauts de page, ça veut dire, moralité, je vais avoir le temps de réponse du processus qui va nettement augmenter. Et donc, c'est pour cette raison que tu parles de déroutement. On va dire, ça, c'est pas un vrai déroutement. C'est ça, c'est le défaut de page qui est provoqué. Il est, je dirais, la conséquence de la stratégie. Du coup, le gestionnaire de la mémoire, c'est lui qui capte cette erreur. Ça veut dire quoi? Parce que là, on fait référence à une information qui n'existe pas. Ce n'est pas comme l'exécution d'un programme qui, lui, va, par exemple, tu as un vecteur de 100 éléments et tu fais référence à l'élément 200. L'élément 200, ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'a pas été défini dans le programme. Ça, c'est un vrai déroutement. Par contre, le défaut de page n'est pas un vrai déroutement. Le défaut de page, c'est le fait qu'une page, on va la chercher, on ne la trouve pas en mémoire. Mais on sait que la page, elle se trouve ailleurs sur le disque. Et donc, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va la chercher dans le disque et il va laisser le programme continuer son exécution. Et donc, dans ce cas-là, on n'est pas dans le cas d'un déroutement. On est dans le cas d'un défaut de page qui doit être réglé par le système d'exploitation parce que ce défaut de page, c'est la conséquence de sa stratégie. Et donc, c'est à lui de résoudre ce problème. Et donc, pour rappeler ici, la première stratégie la plus simple, ça consiste à avoir la stratégie FIFO. Et j'avais dit que FIFO, en général, elle présente de très mauvaises performances. Je dirais le seul avantage de FIFO, c'est quoi? Et ça, vous pouvez le vérifier dans beaucoup d'exemples. Le seul avantage, c'est sa simplicité de mise en œuvre. Donc ça, c'est le premier avantage. Il y a un deuxième avantage qu'on appelle un avantage pédagogique. Donc, à un moment donné, quand on étudie FIFO, on voit que les performances sont mauvaises. Quand tu vas développer une nouvelle stratégie, tu vas la comparer par rapport à FIFO, c'est-à-dire tu as déjà un point de référence. Tu te compares par rapport à FIFO en disant, tiens, j'ai fait mieux que FIFO. Ça veut dire que ta méthode, elle est nettement mieux que FIFO.
Et donc, ça permet de servir comme étant un point de référence concernant l'usage des... Hamadesh qui pose la question, c'est quand il y a le défaut de page, il y a toute la prise en main de système d'exploitation. Donc, le système, qu'est-ce qu'il provoque? Il ne provoque rien du tout. Ce qu'il va faire, il va mettre le processus en attente. Donc, le processus, il est suspendu momentanément. Lui, il va régler le problème de défaut de page. Une fois qu'il le règle, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au processus, il va le débloquer et il lui donne la main pour continuer son exécution. C'est ce qui fait le système d'exploitation. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de l'anomalie de Belady. L'anomalie de Belady, c'est autre chose. Ça, c'est un autre problème. Donc, j'en parlerai par la suite. Particulièrement, on peut en parler particulièrement en TD. Les choses, on peut les voir d'une manière plus claire. Alors, l'anomalie de Belady, j'ouvre juste une parenthèse pour dire que il y a une propriété concernant les algorithmes de défaut de page. Il y a une règle qui est valable d'une manière générale et il y a des exceptions. L'exception, c'est quoi? C'est l'anomalie de Belady. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la règle, elle s'élance comme suite. À chaque fois que vous augmentez le nombre de blocs physiques au niveau de la mémoire, le nombre de défauts de page va diminuer, ce qui est valable pour la quasi-totalité des algorithmes. Sauf pour FIFO, dans certains cas, si tu augmentes le nombre de blocs physiques, tu vas avoir l'effet inverse. Donc, pourquoi? Parce que le fait que d'utiliser FIFO ne réalise pas ou ne satisfait pas une certaine propriété qui est connue en littérature qu'on appelle la propriété d'inclusion. C'est-à-dire que quand tu as 4 blocs, ça inclut les 3 blocs d'une manière implicite. Ça, c'est valable pour tous les autres algorithmes, sauf pour FIFO. Donc, vous aurez l'occasion de voir ça dans le TD. Alors, ici, le problème qui est posé, c'est de ne pas choisir FIFO, mais de choisir une autre méthode qu'on appelle LRU. LRU, c'est la moins récemment utilisée. C'est elle qui va être remplacée. Alors, pourquoi qu'on a choisi ça? Il faut comprendre un peu quelle est l'arrière-pensée qui existe derrière ça. Alors, ce problème-là, il est dû au fait que, j'ai dit tout à l'heure que Optimal, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne peux pas connaître la chaîne de référence globale, totale, avant que le processus ne commence son exécution. Et donc, automatiquement, si je connaissais la chaîne de référence, je peux utiliser Optimal. Et donc, le principe de Optimal, c'est très simple, c'est quoi? Ça permet de voir qu'à un moment donné, quand je vais éliminer la victime, je vais voir est-ce qu'il y a une page qui n'est jamais utilisée dans le futur. Donc ça, c'est l'idéal. Je vais la choisir et la remplacer. Si par contre, il n'y a pas cette situation, je vais choisir quoi? Je vais choisir la page qui va être demandée le plus loin possible dans le futur. Et du coup, si je choisis ça, ça veut dire que je vais pousser les délais, les occurrences des défauts de page. Et donc, ça me permettra de diminuer énormément les défauts de page. Et c'est pour ça qu'on obtient un peu les performances optimales. Donc ça, c'est quelque chose, si je fais l'analogie avec ce système d'exploitation et la vie courante des individus, c'est la même chose pour avoir une idée sur cette chaîne de référence, c'est un peu comme la vie des personnes. Donc, si chaque personne de nous sait ce qui va se passer dans le futur, ben, beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses qu'on peut éviter dans notre vie. Et on va avoir une vie qui est parfaite. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'il y a dans le futur. Automatiquement, on peut éviter toutes les erreurs et tous les accidents possibles qui peuvent surgir dans la vie courante d'un individu.
Et donc là, la même chose qui se passe dans un processus, tu ne peux pas connaître la chaîne de référence a priori. Sauf que si on réfléchit bien, en général, on ne connaît pas le futur. Mais à un moment donné, on connaît le passé. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser le passé pour essayer, entre guillemets, de prédire le futur. Alors il est vrai qu'on ne peut pas prédire à 100% le futur, mais en général, quand on a un certain passé, automatiquement, tu peux avoir une idée globale, même si elle n'est pas exacte à 100%, pour le futur. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de situations. Vous avez ce concept-là qui est utilisé et qui permet effectivement de gérer plusieurs situations. Donc, vous avez, par exemple, en sport de haute performance, cette idée-là, elle est fortement utilisée. Pourquoi? Parce que si vous prenez, par exemple, les sports où il y a des performances de très haut niveau, particulièrement si vous prenez l'athlétisme, la natation, la course, etc. Donc, vous allez voir que automatiquement, la connaissance du passé peut vous donner une idée sur le futur. Donc, actuellement, sur ces, je dirais, compétitions de haut niveau, souvent, je dirais, il n'y a pas de surprise. Pourquoi? Parce que les athlètes sont connus, ils sont suivis. Et donc, ils voient un peu les performances des athlètes. Maintenant, au niveau d'athlétisme ou bien de la natation, vous ne risquez pas d'avoir un champion du monde qui peut être une personne complètement inconnue. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la nature humaine. La nature humaine fait que la progression de l'être humain, elle est en général progressive. Vous n'avez pas des progressions, vous n'avez pas un développement qui se fait d'une manière brutale. Vous n'avez qu'à regarder un peu l'être humain en lui-même. Quand un bébé il est né, est-ce que vous avez entendu parler à un moment donné qu'un bébé, dès sa naissance, il va commencer à courir? Quasiment impossible. Donc un bébé, il doit suivre la progression réelle et naturelle qui fait qu'il il va progresser, il va essayer de faire des gestes, de rompre un peu, de se tenir debout, ensuite de marcher quelques pas et ensuite pour arriver à courir. C'est typiquement la même chose qui se passe dans la compétition de haut niveau. Donc à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui va gagner une compétition de niveau mondial, maintenant, la solution, elle est très simple. Ce gars-là, il va être soumis à une série de tests de dopage pour savoir que son résultat n'est pas un résultat qui est tout à fait, je dirais, normal et habituel. Le même problème se pose aussi en pédagogie. Beaucoup d'enseignants l'appliquent. Quand tu vois qu'un étudiant, pendant toute une année, qui a des notes catastrophiques, à l'examen final, il peut avoir 18 ou 20. Vous allez vous poser la question. C'est ce qui se passe chez tous les enseignants, je vous dis. C'est quelqu'un qui a eu des performances qui sont bizarres et il va obtenir des notes excellentes, ça pose problème. Au même titre aussi, au truc inverse aussi qui peut se poser, c'est tu as un étudiant qui est excellent et à l'examen final, il a une note catastrophique. Automatiquement, vous allez vous poser la question et voir la situation, pourquoi on est arrivé à cette situation. Et donc là, ça prouve que la situation n'est pas tout à fait normale. Et donc, LRU, il s'inspire un peu de cette situation pour dire, je ne connais pas le futur, mais je connais le passé. Et donc, je vais utiliser le passé pour prédire l'avenir. Et donc, le principe ici, comment ça se passe? Regardez, c'est toujours le même principe au départ. Donc, j'ai besoin de 7, elle n'existe pas, je vais la charger. 0, je vais la charger. Le 1, je vais la charger. Et là, j'ouvre juste une parenthèse pour vous dire que tant qu'il y a des blocs libres, tous les algorithmes, ils ont le même comportement. Pourquoi? Parce que ça commence, une page qui est demandée, elle n'est pas en mémoire, tu vas la charger en mémoire. Et donc là, tu vas avoir typiquement le même comportement de tous les algorithmes de la même manière. Mais le changement, il s'opère quand? Dès que la mémoire est chargée. Automatiquement, tu vas avoir la différence entre les différents algorithmes. Donc, à partir de là, ici, je vais le 2. Le 2 que je vais choisir, quelle est la victime? Ben, tout simplement, ce qui se passe, quand je suis arrivé à 2,
je connais le passé de la chaîne de référence parce que ça, je suis déjà passé par. Donc, je connais le 1, je connais le 0 et je connais le 7 dans l'ordre. Et du coup, pour choisir la victime, qu'est-ce que je fais? Ben, à partir de 2, je vais jeter un regard dans le passé. Et je vais choisir quoi? Je vais choisir la page qui est la plus loin dans le passé. Ici, la plus loin dans le passé, c'est le 7. Et donc, le 2 va remplacer le 7. Regardez ici, je passe à 0, ça ne pose pas de problème. Quand j'arrive au 1, j'arrive au 3. Donc, l'idée, c'est quoi? Je vais jeter un regard pour voir quelle est la page qui est la plus loin. Celle qui est la plus loin, c'est le 1. Et donc, automatiquement, le 3, il va prendre la place de 1. J'arrive à 0 ici, donc ça ne pose pas de problème. J'arrive au 1, au 4 ici. Le 4, je vais voir le regard qui me donne la page qui est la plus loin dans ce système-là, c'est le 2. Et donc, je vais éliminer le 2, et 4 va prendre la position de 2. Ensuite, de la même manière, le 2, donc ce qui va être éliminé, c'est le 3. Là, je trouve le 3, donc le 2 va rester, le 4 va rester, c'est le 0 qui va passer. Et ainsi de suite. Donc, je continue pour réaliser le défaut de page. Donc, si vous voyez ici, 2, 4, 6, 8, 9. Donc, j'ai diminué par rapport à FIFO. Et donc, j'ai fait que mieux que FIFO. Et donc, automatiquement, le principe de LRU, c'est quoi? Ça consiste à utiliser le passé pour prédire l'avenir. Et donc, c'est comme ça qu'on peut mettre en œuvre cette situation. Là, j'ai cité juste le principe, mais quand je dis je vais faire un regard dans le passé, pratiquement, ça veut dire que je dois écrire un algorithme et expliciter, je dirais, expliciter la technique. Alors, pourquoi un batcha qui pose le problème? Pourquoi on considère au début les cases vides comme défaut de page? Ben, tout à fait normal. Au départ, tu veux exécuter un problème, un processus. Donc là, ça veut dire que tu dois charger la page qui a été demandée. La page qui est demandée, c'est quoi? C'est la page qui est indiquée par le début du programme. Donc le début du processus, c'est l'adresse de la première instruction que tu dois exécuter, qui est indiquée par CO. Ça veut dire CO va te demander la page en question, donc tu es obligé de charger cette page pour pouvoir l'exécuter. Et donc ça, c'est dû au fait que il n'y a pas de ce qu'on appelle le préchargement. Ça veut dire que tu ne charges pas des processus au fur et à mesure. Un processus, tu le charges que si l'utilisateur demande à l'exécuter. Donc là, quand il y a la demande, tu vas charger le programme. Et donc, il n'y a pas de préchargement au préalable. Au préalable, la mémoire est vide. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande de l'utilisateur pour exécuter son processus, c'est là où on charge la page qui est demandée. Et cette page, elle est indiquée par le compteur ordinal qui permet de dire quelle est la première instruction à exécuter. Alors, la séance se termine ici. On arrête ici. La prochaine fois, on essaiera de continuer. Bonjour tout le monde. Donc, on reprendra le cours là où on s'est arrêté la dernière fois. Alors, on s'est arrêté au niveau de l'algorithme LRU. Donc, j'avais dit que LRU, sa philosophie, c'est quoi? C'est d'utiliser le passé pour essayer de prédire l'avenir. Donc, c'est un peu ça la technique qui est utilisée. Il est vrai que ça marche dans beaucoup de cas et ça ne marche pas dans tous les cas, parce que si ça marchait dans tous les cas, ça veut dire qu'on arrive à prédire l'avenir, et ça, je suppose que personne ne peut prédire l'avenir à tout bout de champ. Ça peut réussir une fois, deux fois, mais ça ne peut pas réussir tout le temps. Pourquoi? Parce que dans la pratique, c'est que vous ne pouvez pas savoir quelle est la page qui va être sollicitée à un moment donné, c'est-à-dire à un instant T, c'est-à-dire avec la page courante. La prochaine page, vous ne pouvez pas décider. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui plaident en cette faveur. C'est quand vous avez une condition dans votre programme, vous ne pouvez pas savoir à l'avance est-ce que la condition va être vraie ou va être fausse. Donc, tout dépend de l'évolution de votre contexte
Et au tenter, quand on fait le test, c'est là où on saura est-ce que la condition est vraie ou fausse. Et donc, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à prédire l'avenir, mais il s'est avéré avec les tests et l'expérience que LRU, c'est la méthode la plus appropriée et c'est pour ça qu'elle a été adoptée dans beaucoup de systèmes d'exploitation actuels. Alors, j'avais dit que si on connaissait la chaîne de référence, donc on peut savoir le futur et là, on peut avoir les meilleures performances. Et ça, c'était l'algorithme qui porte son nom, l'algorithme optimal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui génère le nombre optimal de défauts de page, c'est-à-dire le minimum. Et donc, automatiquement, c'est lui qui donnera les meilleures performances. Alors, pour LRU, donc le principe, c'est à un moment donné, là vous voyez la chaîne de référence avec les différents cas de figure pour faire le défaut de page. À chaque fois, on change la page. Là, par exemple, ici, au niveau de 2, qu'est-ce qu'on fait? On jette un regard vers le passé. Donc, on voit la plus proche, c'est 1, donc elle reste. Ensuite, 0, elle reste. 7, c'est le plus loin. Et donc, automatiquement, il sera éliminé. C'est pour ça que 2 prend la place de 7. Et ainsi de suite, vous continuez. Et vous voyez, à chaque fois, on élimine la page qui est la plus loin dans le passé. Alors, autre chose aussi qui est liée à la gestion de la mémoire virtuelle, c'est cette conversion d'adresse. Comment on arrive à convertir l'adresse virtuelle en adresse physique. Alors l'adresse virtuelle, en général, on a vu que la liaison se fait sur la base de la table des pages. Et donc, à chaque fois qu'on a une page, on accède au niveau de cette table des pages, parce que l'adresse, elle est paginée, c'est-à-dire c'est un couple P, qui est le numéro de page, et D, c'est le déplacement dans la page. Donc P, comment il est utilisé? Il est utilisé comme un index au niveau de la table des pages. Donc on accède à la table des pages. Ensuite, à l'intérieur, c'est lui qui va nous donner effectivement le numéro du bloc physique qui existe au niveau de la mémoire. Et bien entendu, ce numéro, il suffit de le multiplier par la taille de la page, ça vous donne l'adresse du bloc physique. Et à partir de là, vous pouvez avoir l'adresse physique. Il suffit de faire juste le déplacement à l'intérieur de cette page physique et ça vous permettra d'avoir votre adresse physique équivalente. Et donc ça, c'est l'algorithme tel qu'il est fait ici, qu'il est énoncé ici. Ça vous montre la conversion, comment qu'elle se fait. Alors, là aussi, on avait parlé que le défaut de page nécessitait à un moment donné le chargement de la page qui est sollicitée, c'est-à-dire vous demandez une page qui n'existe pas. Donc, du coup, vous êtes obligé d'aller la chercher à partir de l'espace swap. Donc, automatiquement, cet algorithme décrit l'action qui consiste à dire, c'est au niveau de la table des pages, il faut chercher une case vide. S'il y a une case vide, tant mieux. S'il n'y a pas de case vide, automatiquement, ce qui se passe, vous êtes obligé d'aller chercher la nouvelle page, mais avant ça, c'est de sélectionner la victime pour dire la nouvelle page, elle va prendre la place de quelle page. Donc, c'est ce qu'on appelle la page victime. Et donc, cette page victime, elle sera évacuée automatiquement et c'est l'autre qui va prendre sa place. Et donc, ça, l'algorithme ici décrit cette action-là pour montrer comment se fait ce changement pour charger la nouvelle page et éliminer la page victime de la mémoire. Alors, voici un exemple, celui d'Unix. Donc, le principe d'Unix, il utilise un peu le même principe, LRU, mais sous une autre forme. Donc, Unix, comment qui fait les choses, c'est qu'il associe à chaque page un bit, ce qu'on appelle le bit d'accès à la page. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la page elle a été accédée, donc on met son bit en 1. Donc, si la page n'est pas référencée ou accédée, automatiquement son bit est à 0, donc il va rester à 0. Et du coup, par la suite, on va voir au niveau des pages, donc on a une suite de bits qui permettent de montrer un peu l'âge de la page. L'âge de la page, c'est quoi? C'est un peu pour dire que la page elle a été récemment référencée
Et une page AG, ça veut dire quoi? C'est la page qui a été le plus loin possible référencée, c'est-à-dire que ça fait 2 intervalles de temps, ou 3 intervalles de temps, ou 4 intervalles de temps où la page n'a pas été référencée. Et donc là, plus la page n'a pas été référencée, c'est-à-dire son âge augmente. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau d'Unix? C'est que ils ont un programme qui est appelé et qui s'appelle le dérobeur de page. Donc, c'est quoi? L'idée, c'est que la page qui n'a pas été référencée pendant longtemps, elle est candidate pour être la victime. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne laisse pas les choses, c'est-à-dire tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, pour dire que jusqu'à saturation de la mémoire, automatiquement, il choisit la victime et ensuite il la change. Pour le système Unix, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a un certain seuil, je dirais, d'occupation de la mémoire. Dès qu'il arrive à ce seuil, automatiquement, lui, il va essayer d'éjecter les pages qui sont âgées et automatiquement, ça lui permettra de libérer de l'espace et donc on ne se laisse pas arriver à un seuil de saturation. Et donc ça, c'est la technique utilisée dans le système Unix. Alors, autre chose qui est liée aussi à cette pagination virtuelle, une question qui se pose, quelle est la taille de la page? Parce que il faudrait que cette taille de page réponde à un certain besoin et à un certain objectif. Donc, alors la première des choses, c'est quoi? C'est que un moyen de travailler avec les pages, vous remarquez que en général, la taille d'une page, c'est une puissance de 2. Alors, pourquoi une puissance de 2? Parce qu'en général, la puissance de 2, elle est facilement représentable. Donc, si je vous dis 2 à la puissance n, c'est carrément d'avoir le bit n qui est mis à 1. Et donc là, ça vous donne la taille de votre page. Et du coup, si on veut avoir une taille d'une page qu'on arrive à gérer d'une manière facile, on sait que la taille d'une page, c'est quoi? C'est le nombre d'octets qu'on peut gérer au niveau d'une page. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est un peu le déplacement dans la page. Et du coup, quand vous avez une quantité qui est de l'ordre de 2 à la puissance m, ce m qui vous donne l'espace logique, donc cet espace logique, comment qu'il est divisé? Parce que rappelez-vous que l'espace logique dépasse nettement l'espace physique. C'était ça le but de la mémoire virtuelle, pour aller au-delà des limites de la mémoire. Donc, quand on a un espace logique de 2 à la puissance n, l'idée c'est quoi? C'est juste de décomposer ce n de telle sorte que n soit supérieur à n étant la taille de la page, et ça nous permettra par la suite de pouvoir avoir la translation logique d'une manière, je dirais, assez simple. Parce que si on veut faire cette translation, en général, dans le mécanisme traditionnel qui est fait, c'est tu prends l'adresse logique, tu fais une division par la taille de la page, ça te donne le numéro de la page, et ensuite le déplacement, comment le trouver, tu vas prendre cette adresse et tu vas faire le modulo taille de la page, et ça permettra d'avoir le couple P et D. Et donc là, ça nécessite une opération arithmétique. Donc cette opération, elle prend du temps naturellement. Alors pour essayer d'éviter de faire cela, c'est une adresse, elle peut être facilement décomposable en 2 parties. C'est-à-dire que si tu as n bits, ça c'est la taille de l'adresse, donc tout dépend du registre adresse, on choisit une taille de la page qui est de l'ordre n, avec n inférieur à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les n bits vont être considérés comme le déplacement dans la page, et les m-n vont être considérés comme étant le numéro de la page. Et avec cette technique-là, ça nous évite de faire des opérations arithmétiques supplémentaires. Et donc, automatiquement, le problème qui va rester, c'est sur le choix de n, c'est-à-dire la taille de la page. Alors naturellement, si la page elle est trop petite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la suite,
quand on parcourt une page, on arrive à la parcourir très rapidement. Et donc, du coup, on va générer par la suite beaucoup de défauts de page. Et en même temps, si tu as une page qui est très petite, ça veut dire que tu risques d'avoir une table des pages qui est très grande. Pourquoi? Parce que la taille de ton programme, quand tu vas le diviser avec une taille de page, tu vas trouver un nombre qui est élevé. Et donc, la table des pages risque de prendre une proportion assez importante et qu'on n'arrivera pas à gérer par la suite par le système d'exploitation. Et de l'autre côté, si tu vas choisir une taille des pages qui est assez grande, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que un processus va occuper, grâce à la page qui est très grande, il va occuper un espace important. Ça veut dire que dès que tu vas charger 2, 3 processus, tu risques de saturer la mémoire. Et donc là, tu ne vas pas avoir le même esprit qui consistait à dire avoir un taux de multiprogrammation qui est assez élevé. Et donc, il va falloir trouver un juste milieu entre les deux. Et donc, pour éviter le problème, donc trouver un compromis entre ces deux problèmes, ne pas avoir une table des pages très importante, ne pas avoir une grande taille, parce que si tu as une grande taille, tu vas avoir aussi le problème de ce qu'on appelle la fragmentation interne. Donc la fragmentation interne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton programme, il va occuper par exemple 2 pages. La première, il va l'occuper en entier. La deuxième page, par exemple, il risque d'occuper quelques octets et le reste sera vide. Mais ce reste, il est déclaré comme étant occupé par le processus. Ça, c'est ce qu'on appelle la fragmentation interne. Et ça, pour éviter ces deux, donc il faut trouver une solution de compromis, c'est-à-dire ne pas avoir la première ni avoir les deuxièmes, c'est-à-dire avoir un juste milieu entre les deux. Alors, comment avoir ce juste milieu? Voici le principe qui est adopté. Donc, si donc il y a en général l'estimation des programmes, des processus qui est faite pour considérer que les processus ont une taille qui est S octet, par exemple. Et la taille d'une page est dénommée par P octet. Et bien entendu, chaque entrée de la table des pages, parce que vous savez que la page, elle a son bit de validité, elle a son champ qui permet de référencer l'adresse au niveau du disque pour le swap. Elle a aussi les droits d'accès aussi de la page pour dire est-ce que la page, on a le droit en écriture, en lecture, en exécution, etc. Donc, tous ces paramètres-là font partie de l'entrée de la table des pages. Et donc, cette entrée, en général, elle est considérée comme une entrée qui occupe E octet. Et donc, automatiquement, quelle est la taille de la table des pages? C'est ce qu'on avait dit. On avait dit que chaque programme, il suffit de diviser par la taille de la page. C'est ce qu'on fait ici. S divisé par P. Mais sauf qu'on multiplie. Ça nous donne quoi? Ça nous donne le nombre de pages. Or, le nombre de pages, quelle est la taille de la table des pages? Ça va être automatiquement S sur P fois E, puisque chaque entrée de la table des pages occupe E octet. Donc, on a cette quantité qui est là, c'est la taille de la table des pages. Le deuxième élément, c'était la fragmentation interne. La fragmentation interne, c'est quoi? Donc, si on estime ça, dans le cas le plus favorable, c'est quoi? C'est qu'on risque de perdre un octet. Ça veut dire qu'au lieu d'occuper la page P, je vais occuper P-1 octet, et donc il me reste un octet qui est perdu. Dans le cas, ça c'est le cas le plus favorable. Le cas le plus défavorable, c'est quoi? C'est que j'occupe un seul octet et le reste, il est libre. Et donc, en moyenne, quelle est la partie qui est perdue? C'est la somme des deux, c'est-à-dire P-1 plus 1 divisé par 2. Et donc, ça vous donne P sur 2, d'où la fragmentation est évaluée à P sur 2. Et donc, quelle est la perte de l'espace total? C'est quoi? C'est la perte qui est induite par la fragmentation, plus la perte induite par la table des pages. Pourquoi? Parce que la table des pages, c'est un espace que le système d'exploitation est obligé d'utiliser. Donc, point de vue utilisateur, ça, c'est un espace qui est perdu au niveau de la mémoire, parce qu'il ne pourra jamais l'utiliser, puisqu'il est occupé par le système d'exploitation, exactement, il est occupé par la table des pages. Donc, la perte, elle sera estimée à quoi? Elle sera estimée à la somme des deux, c'est-à-dire ce qu'on perd par la table des pages et ce qu'on perd par la fragmentation.
Et d'où vous avez cette équation, c'est-à-dire la perte d'espace, elle est évaluée à ça. Alors, l'idée, c'était quoi? On avait dit qu'il faut trouver un compromis pour minimiser cette quantité. Alors, comment minimiser cette quantité? Ben, tout simplement, je considère ça comme étant une fonction. Il suffit de chercher la dérivée et avoir à quel point la dérivée est nulle. Et donc là, d'où l'optimum. Et donc, l'optimum est obtenu quoi? C'est quand la dérivée de ça est égale à 0. Donc, il suffit, quel est le paramètre? Notre paramètre, c'est P. Donc, vous faites la dérivée, vous avez cette quantité-là qui est égale à 0. L'optimum est atteint dans cette dérivée pour la valeur qui est donnée ici, P, qui est égale à la racine de 2S fois E. Et donc, ça, c'est la valeur, je dirais, optimale de la page pour un système d'exploitation, pour vous montrer que la taille des pages, c'était un vrai casse-tête, et donc il fallait trouver un moyen pour arriver à optimiser la taille d'une page. Alors, ça, d'une manière pratique, pour éviter aussi les opérations arithmétiques, donc une fois qu'on a résolu le taille de page, automatiquement, comment on fait les choses? Tout simplement, l'idée, c'est quoi? C'est de faire le déplacement, c'est quoi? C'est sur n n bits, ça veut dire que ce déplacement-là, sa valeur maximale, c'est quoi? C'est sur les n bits qui permet de donner la valeur maximale du déplacement dans la page. Et donc, il suffit d'une adresse logique qui soit divisée en deux parties. Le déplacement considéré comme n, c'est-à-dire n qui permet de décrire le nombre de bits qui permet de décrire la taille de la page. Et donc, la valeur en général ici, elle est toujours inférieure à la taille d'une page. Et ça va être le numéro de page qui sera indiqué. Et donc, automatiquement, nos adresses vont être interprétées de cette manière-là, sans pouvoir faire des opérations arithmétiques. On peut y arriver à fixer et localiser l'information au niveau de la table des pages et par la suite dans la page physique. Un dernier élément, c'est quoi? C'est que quand on a des programmes qui sont assez élevés, et pour d'autres besoins aussi, rappelez-vous, si on fait le lien avec le système Linux, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a fait Unix pour les processus. Il a séparé le code, le segment de texte, qui est le code, avec les segments de données système et les segments des données utilisateurs. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de cette notion de segment. Et donc, ce segment-là, ça veut dire que c'est une entité qui est à part. Donc, au niveau d'un programme, on essaye de séparer les parties. Vous allez me dire pourquoi on sépare les parties. On a vu l'intérêt sous Unix, ça nous permettra de faire partager le code. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut exécuter un processus, on le charge uniquement une fois. Si plusieurs processus demandent le même code, on ne va pas charger autant de fois le même code. Et donc là, ça nous permettra de rentabiliser l'espace mémoire grâce à cette notion de partage de code. Alors, comment on le fait? On garde toujours ce principe de pagination, c'est-à-dire tout est perçu comme page, sauf que chaque ensemble de pages va désigner un segment. Et donc là, on peut parler de segment de code, segment de données système, segment de données utilisateurs, etc. Et l'idée, c'est quoi? C'est pour rester toujours dans la pagination, ça veut dire qu'on va se situer à un niveau supérieur par rapport à la pagination. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les pages, on a la table des pages, et par la suite, on va avoir quelque chose pour regrouper un ensemble de pages, on utilise cette notion de segment. Donc, le segment lui-même qui va être subdivisé en un ensemble de pages, et donc là, on peut avoir ce qu'on appelle la pagination à deux niveaux. C'est-à-dire que tu vas avoir ce qu'on appelle, pour faire la différence, on en va avoir un répertoire de tables de pages, et ensuite on va avoir la table des pages, et ensuite on va avoir la page. Et donc le répertoire de pages, c'est lui qui va désigner un ensemble de tables de pages. Et par la suite, chaque table de page, elle va désigner un ensemble désigner un ensemble de pages. Et c'est comme ça qu'on arrive à gérer la pagination à deux niveaux, et c'est ce qui se passe actuellement dans les systèmes nouveaux actuels, c'est d'avoir un système qui utilise deux niveaux, principalement pourquoi qu'on le fait? On le fait pour
des raisons, je dirais, d'optimisation, particulièrement pour le partage de code, pour l'accès, je dirais, à un moment donné, sélectif à des parties de code ou de données. Et donc, c'est de la sorte qu'on arrive à gérer la mémoire dans les systèmes modernes. Effectivement, Unix utilise effectivement cette technique. Donc, on l'a vu, il a partagé le processus. Et ça, le fait de partager les processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te trouves avec 3 segments. Tu te trouves avec le segment de code, le segment de données système et le segment de données utilisateurs. Donc, du coup, chaque segment, il va avoir la table des pages, sa propre table des pages, mais au niveau processus, ça veut dire que tu vas avoir un répertoire de pages. Donc, ce répertoire de pages, la première entrée, c'est quoi? Elle va t'orienter vers la table des pages du segment de code. La deuxième, c'est vers le segment de données système et la troisième vers le segment des données utilisateurs. Et donc, de la sorte, on arrive à gérer nos processus en utilisant une pagination à 2 niveaux. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire concernant la mémoire virtuelle. Donc, ce qui termine cette partie de mémoire virtuelle. Et on passera automatiquement maintenant à la partie suivante, donc ce qui consiste à utiliser le prochain chapitre relativement à ce qu'on appelle la gestion des périphériques.